Oui, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Effectivement, alors là encore, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu The Apartment. À chaque fois, l'intérêt, c'est quand même de le voir en vrai, en grand. Ce sera évidemment a fortiori le cas pour les comédies musicales. Hein, c'est très important. On voit des choses dans les films, je trouve, qu'on ne voit pas quand on les voit en petit. Sur effectivement Billy Wilder, c'est un peu l'un des derniers dans notre programme, dans le court programme de 9 séances, qui fait partie de cette génération de cinéastes classiques et notamment de cinéastes qui viennent d'Europe et puis qui se sont exilés durablement à Hollywood. C'est pas rien que ce soit son cas. Vous savez qu'il était né en Autriche-Hongrie, donc plutôt autrichien, juif autrichien, qu'il est passé par Paris. Il a même tourné un film à Paris, mais qui s'est surtout exilé au moment en 1933. Et puis il a atterri à la Paramount et il est resté à Hollywood à la Paramount pendant 18 ans avant de se détacher de ce studio-là. Ce qui est important et ce que je trouve très très bien, très beau dans la carrière de Billy Wilder, d'abord vous connaissez forcément ses films puisqu'il a fait des films de genre très différents, enfin, que ce soit Assurance sur la mort, que ce soit Boulevard du Crépuscule, voilà, il n'a pas fait que des comédies, il a joué avec le genre policier, le film noir, le mélodrame, etc. Et d'autre part, surtout, que très jeune, il a été exposé, c'est quelqu'un qui écrit. C'est vraiment d'abord un scénariste, et vous allez voir, il n'y a pas d'effet de manche, je dirais, de mise en scène visuelle, cinématographique. C'est bien sûr, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, il a d'abord été, quand il est passé par Berlin, puisque assez jeune, il a quitté sa Galicie natale, qui est aujourd'hui en Pologne d'ailleurs, pour vivre à Berlin. Donc, il était amateur de jazz, il a été journaliste. Vous allez voir que c'est pas rien non plus pour ce film aussi d'avoir été journaliste et surtout pendant 2 ans, donc de 27 à 29, il a écrit, on était encore à la période muette, il a écrit en tant que ghostwriter, comment on appelle ça, on ne doit plus dire nègre, donc écrivain qui écrit pour quelqu'un d'autre, il a écrit plus de 200 scénarios. Donc vous voyez, il avait même pas, il était dans la vingtaine, quoi. Il avait 20 et quelques années. Donc quand il arrive à Hollywood, il parle pas du tout bien anglais. En revanche, il est déjà scénariste quelque part. Et il a été d'abord, comme vous le savez sans doute, co-scénariste pour Lubitsch. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi avec ce programme, puisque certains d'entre vous étaient peut-être là pour voir Ninotchka, qui était le 2e film qu'on a présenté ici. Eh bien, c'est coécrit par Billy Wilder. Donc c'est pas rien, c'est des beaux Lubitsch qu'il a coécrit. La 8e femme de Barbe Bleue en 1938 et Ninotchka l'année suivante. Et vraiment, on lui doit des scènes entières de ces films-là. Donc vous allez retrouver, je pense, sa touche, parce qu'on dit souvent Lubitsch touch, mais il y a aussi une Wilder touch. Et d'ailleurs, lui-même, quand il est passé à la réalisation, c'est parce qu'il n'était pas content de ce qu'avait fait l'un des réalisateurs de l'un de ses scénarios. Donc voilà, pour lui, il a quand même, je pense, d'abord une vocation de scénariste. Bon, juste pour resituer ce film-ci, il vient après Certains l'aiment chaud, hein, qui est quand même vraiment l'un de ses chefs-d'œuvre, 1959, Certains l'aiment chaud, donc c'est un succès énorme. Et en même temps, vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans la même tonalité et que c'est une veine qui est intéressante aussi chez Wilder, c'est son côté plus réaliste, c'est-à-dire qu'il choisit un milieu qui va dépeindre de manière plus réaliste, alors que dans Certains l'aiment chaud, il y avait une tendance au pastiche de films de gangsters et à la farce, vraiment à la comédie effrénée avec des poursuites, avec du travestissement. Et vous allez voir que ici c'est vraiment une autre veine. Et puis il y a toute l'importance de New York, mais ça on en parlera peut-être après. Et simplement pour préciser que le film est en noir et blanc. La dernière fois, on a vu Elle et lui, et voilà, on se disait ça y est, arrive enfin dans le programme du Ciné-Club de la couleur, et quelle couleur. Ici, en fait, si on est à nouveau en noir et blanc, c'est parce que c'est le mode de tour, enfin c'est l'image que préfère Billy Wilder. Il a tourné en fait beaucoup de ses films
en noir et blanc, y compris à la fin des années 50 et au début des années 60, alors que bien sûr tout le monde était passé à la couleur. C'est vraiment un mode qu'il aime, qu'il privilégie, sans doute parce que ça rentre en tension avec son idée réaliste. C'est-à-dire que ça stylise aussi de tourner en format large, mais en noir et blanc. Il y a un classicisme comme ça qu'il a, un goût classique du noir et blanc, sauf si vous pensez à Irma la Douce, que vous avez peut-être vu, avec également Jack Lemmon et Shirley MacLaine, qui va tourner quelques années après La Garçonnière. Là, au contraire, on a des couleurs, et même des couleurs assez pétantes, du vert. Enfin. Et finalement, c'est justement l'un de ces films qui se termine sur un mariage et un accouchement dans une église, alors que Billy Wilder est connu pour être plutôt un pessimiste. Donc, c'est pas un hasard, à mon avis, s'il a choisi la couleur quand, pour lui, ce happy end était presque quelque chose de fantastique. Donc voilà. Donc, La Garçonnière, je vous propose qu'on le voit d'abord, et puis j'espère que vous resterez, même si le film est un petit peu long, et qu'on en discutera, et qu'on abordera aussi peut-être sa filiation, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont inspirés de ce film, et qui lui-même s'inspirait d'un autre film. Mais là, je deviens un petit peu hermétique. Donc peut-être on voit d'abord le film, et puis on en parle après. Bon film. Alors, je disais que Billy Wilder n'était pas quelqu'un qui aimait faire des mises en scène très très visibles, des effets de manche cinématographiques, et qu'il était plutôt intéressé par le récit, la façon de raconter. C'est vrai que c'est très... Et puis les dialogues aussi, qui étaient surtout l'œuvre de son co-scénariste, mais il faisait quand même tout ça à deux. En réalité, quand même, quand on fait du cinéma, il n'y a pas que l'aspect, disons, post-production et idée de mise en scène. Ça commence par le décor. Donc dans l'écriture, à l'étape de l'écriture, je pense qu'il a tout un travail justement sur ce décor. D'abord, et c'est un lien avec le film qu'on avait montré ici la dernière fois, Elle et lui, si vous êtes venu le voir de Léo Macaré, vous aurez noté bien sûr que ça se passe à New York. C'est pas le seul point commun avec Elle et lui, je pense que l'autre point commun, c'est aussi l'effet de bascule qui se produit entre la comédie et le mélodrame. Et on va peut-être y revenir. En tout cas, voilà. Même Billy Wilder disait, mais au fond, j'ai jamais envisagé ce film comme une comédie. Alors que nous, on l'envisage peut-être plus, d'autant plus si on a vu certains Lem Show avec Jack Lemmon. Et Jack Lemmon, l'acteur, porte quand même quelque chose de la comédie dans l'expressivité de son corps et de la rapidité et de son visage et la façon dont il parle. Mais en tout cas, donc, les deux se passent à New York. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais un petit peu parlé de la tension entre la verticalité de cette ville de New York, de ces gratte-ciel, et puis qui est associée à l'amour idéal, la hauteur, hein, au plus près du paradis. C'était dans Elle et lui, ce point de rendez-vous en haut de l'Empire State Building. Et puis donc cette tension avec les réalités de la vie quotidienne, et notamment les réalités économiques et de ce que c'est que se mettre en couple. Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui doit travailler, et que du coup ça complique les choses. Et il me semble qu'il y a aussi ce questionnement, et c'est pas un hasard si ça se passe à New York. Je disais que c'est la veine un peu plus réaliste de Billy Wilder, avec quand même l'utilisation du noir et blanc qui pas qui simplifie, mais disons qui rend un tout, qui stylise malgré tout. Mais en tout cas, il me semble important la question du décor. Et ici, c'est un grand décorateur, Alexandre Trauner, qui s'occupe du décor de ce film. C'est donc le contraste entre la vie de bureau et l'appartement, entre ce quartier voilà, des 31 000 et quelques employés de cette énorme compagnie Consolidated Life, qui sonne quand même un petit peu comme le nom de cette compagnie d'assurance, quand même comme une ironie par rapport à cette vie pas si solide qu'a le personnage de Cissy Baxter. Donc il y a ce grand building qui nous est montré au départ. Et alors je vous avais amené un petit extrait d'un autre film qui a inspiré Billy Wilder, et qui est un film que moi je trouve très très beau, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La Foule, The Crowd. On est à la fin de la période du muet. C'est un film tourné en 1927 de King Vidor. Et c'est l'histoire, c'est vraiment un film sur quelqu'un qui arrive aux États-Unis avec des grands espoirs de réussite sociale. Et
vous savez très bien comment on arrivait aux États-Unis à l'époque, c'est-à-dire avant les années 60, on arrivait par bateau. Et donc, on arrivait par New York aux États-Unis et on voyait la skyline, les gratte-ciel de New York. Alors, l'Empire State Building, c'est un petit peu après, c'est 31-32, la construction. Mais on voyait en tout cas cette ligne de building. Et voilà, il y avait c'était un point d'entrée vers le rêve américain. Et on voit ça déjà en 1917 dans The Immigrant, l'émigrant de Charlie Chaplin, où il arrive donc également par bateau, il voit la Statue de la Liberté, il y a un carton qui dit enfin on arrive au pays de la liberté, et puis l'étape suivante, le plan suivant, et ben non, c'est les gens de Ellis Island qui montent à bord du bateau et qui mettent une corde autour des gens. Alors dans la foule, c'est John Sims, c'est quelqu'un qui est sur le bateau, qui est sûr qu'il va sortir de la foule. Il est sûr que c'est quelqu'un d'exceptionnel puisqu'il vient d'Europe, mais il est né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, et donc son père lui a prédit un avenir brillant. Et je veux juste vous montrer un tout petit extrait du film qui est donc son arrivée à New York et comment New York est montré par King Vidor dans ce film donc de 1927. Bon, vous voyez, l'inspiration est vraiment directe de la part de Billy Wilder. D'ailleurs, dans Sight and Sound, le magazine anglais en 1952, Billy Wilder donne une liste de ses 10 films préférés et La Foule y figure. Ça rappelle beaucoup le début de The Apartment, avec tous les chiffres que donne en voix off C.C. Baxter sur le nombre de millions de gens à New York, le nombre d'employés. Alors là, dans La Foule, évidemment, on voit tout de suite le contraste entre le type qui croit qu'il peut to beat the crowd, qui peut sortir de la foule, qui peut vivre le rêve américain. Et d'ailleurs, il essaye de faire un concours, on le voit, donc de sortir de sa condition de petit employé. Et en même temps, on voit très bien comment la mise en scène de l'espace le contredit, l'écrase complètement, avec ce travelling qui est resté assez célèbre dans l'histoire du cinéma, ce travelling ascendant le long du gratte-ciel et qui ensuite rentre avec l'horizontalité au contraire des bureaux. Billy Wilder s'en est inspiré pour le début de The Apartment, et on pourrait dire Jacques Tati aussi dans Playtime, son film de 67, avec tous ces bureaux à perte de vue. Bon, c'est une espèce d'open space où tout le monde contrôle tout le monde. Bon, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît, c'est devenu une sorte de cliché des employés et du côté minuté de leur... Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce film de 1960, The Apartment, c'est vraiment le premier à s'intéresser à la vie des cols blancs dans le détail. Et il n'y a pas seulement ce début avec le côté aliénant de ces bureaux. Il y a bien sûr ce qui nous intéresse plus dans l'intrigue du film, à savoir le petit groupe d'hommes et comment ils ont un petit système très très bien huilé, et j'allais dire c'est un système de pouvoir à la fois genré, parce qu'évidemment on dirait des frat boys, c'est vraiment les types qui se rencontrent à la fac et qui sont dans ces clubs, ce qu'on appelle des fraternités aux États-Unis, avec ces petits cercles fermés et très très genrés, très très réservés aux hommes, et en même temps sexualisés, puisque donc ils existent comme groupe pour faire tourner les filles, j'allais dire, se passer les femmes de main en main et la clé de l'appartement de main en main. Donc c'est quand même un film qui va assez loin dans la peinture de ce petit système, avec au centre de cette... je trouve, c'est là où c'est très très bien, je trouve, écrit, c'est qu'il y a l'ascenseur, comme par hasard, c'est-à-dire c'est la fille à laquelle on s'intéresse, c'est la fille d'ascenseur, et donc il y a la question de l'ascension à l'intérieur du building, puisqu'il va monter jusqu'au 27e étage très rapidement. Et d'ailleurs, il le dit à un moment à Miss Kubelik, il dit « Attention, vous portez une marchandise précieuse là, puisque je m'envole vers les sommets, je viens d'être promue. » Donc le film, c'est aussi l'histoire, jusqu'aux 2-3 dernières séquences, c'est quand même l'histoire d'une ascension. C'est l'histoire d'une ascension sociale trop rapide à l'intérieur, mais évidemment illusoire, et donc toute la question va être de savoir si ce type qui réussit du point de vue de la façon d'utiliser ses patrons, et donc ce petit système de pouvoir à l'intérieur, s'il a vraiment tant réussi que ça. C'est évidemment une leçon on pourrait dire que l'Europe
et Billy Wilder, là, se rappelle qu'il est européen, que l'ancien monde donne à ce nouveau monde, c'est-à-dire le nouveau monde de l'après-guerre, tout ce qui est corporate, tout ce qui est toutes ces entreprises de col blanc et voilà, où on gratifie les employés, notamment avec des fêtes de Noël, des petites gratifications comme ça, et qui ici porte ce qui reste de morale. Évidemment, c'est tout un autre milieu qui est, vous aurez remarqué, les personnages secondaires sont juifs. C'est-à-dire en particulier, bien sûr, le docteur Dreyfus et sa femme, et qui en fait lui apprennent, en parallèle à son ascension à l'intérieur de la compagnie, lui apprennent au contraire à devenir un mensch. Et d'ailleurs le personnage de Cissy Baxter est clairement montré comme n'étant pas juif, puisqu'il ne connaît pas le sens du mot yiddish, mensch, être humain. Et le film est vraiment émaillé, bien sûr, aussi de termes yiddish. Par exemple, some schnook, un plouk, c'est un plouk du bureau, qui nous prête son appartement, schmear, the whole schmear. Bon, il y a tout un jeu comme ça autour des termes yiddish. Alors, ce qui nous fait passer cette fois-ci plutôt dans le deuxième décor du film, qui est l'appartement lui-même. Et en y réfléchissant, je me disais que ce qui était intéressant, parce que j'ai remarqué qu'autour des années 50, à partir, disons, de Fenêtre sur cour, il y a beaucoup de films, et je pense à quelques-uns, mais vous en avez peut-être d'autres en tête, qui se situent à New York et qui sont centrés autour d'un appartement. Donc je pensais évidemment à Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, qui est entièrement en décor, mais qui est localisé à Greenwich Village, à l'intérieur d'une cour, d'un vis-à-vis d'immeubles. Et il y en a d'autres, par exemple le film de 61 de Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé, avec Audrey Hepburn. À chaque fois, donc, ce sont des appartements de célibataires. C'est-à-dire qu'on a l'appartement en opposition avec la maison qui, elle, se trouve, la maison des gens qui sont mariés et qui ont une famille, et qui, elle, se trouve dans une banlieue chic. Ici, c'est White Plains, dans l'État de New York, le fameux train de 7h14 pour White Plains que Sheldrake doit prendre sans faute. Et donc, il y a cette opposition-là. Et du coup, l'appartement, et singulièrement l'appartement de la fille célibataire ou du type célibataire, c'est intéressant parce que c'est un décor qui est vraiment poreux, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est un décor perméable. Certes, c'est un intérieur, mais en fait, il fait vraiment le lien entre l'intimité, et Wilder est très très fort, et Alexander Troner aussi, pour mettre vraiment tous les petits détails qu'on reconnaît de l'époque. Ils sont très très forts sur les détails, je vais y revenir. Mais en tout cas, donc, le lien entre cette intimité-là du type qui vit seul et en même temps la communauté. Et alors que ce soit dans Breakfast at Tiffany's, on sait qu'elle se lève, elle boit du champagne au petit déjeuner. Enfin bon, il y a tout un... que ce soit dans Fenêtre sur cour, où finalement le type qui est handicapé parce qu'il a eu un accident, finalement il va ne pas arrêter de regarder la vie de ses voisins. Donc c'est censé être des espaces privés, mais c'est autant de petits téléviseurs qu'il a de petites ouvertures sur des histoires qui ne sont pas les siennes. Et donc à chaque fois dans ces appartements, je me disais qu'il y avait ce côté très poreux ou perméable à l'extérieur. Et évidemment là c'est au centre du récit, puisque comme dit Cissy Baxter, ça ferme jamais chez Buddy Boy, quoi. C'est toujours vous êtes chez vous, chez moi, etc. Évidemment, dans le parcours du personnage dans le film, on voit très bien, assez rapidement, que c'est une violation de son intimité. C'est-à-dire que c'est un manque de respect qu'il a envers lui-même. Et très souvent chez Billy Wilder, on part avec des personnages qui sont comme ça, des humiliés, qui sont... ici, je trouve que le personnage qui fait jouer à Jack Lemmon, qu'il avait donc fait jouer pour la première fois dans certains Lem Show et qui va refaire jouer pendant 5 films, donc il a vraiment été... particulièrement accroché par cet acteur, c'est justement la capacité qu'il a à jouer quelqu'un qui n'est pas complètement, pour autant, je crois, la victime jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça ne marcherait pas s'il jouait le type vraiment benet.
complètement. Donc il a cette espèce de façon d'être à la fois humilié, mais en même temps d'avoir cette exigence morale, voilà, que je trouve particulièrement réjouissante. Mais en tout cas, il part de cette dévirilisation, on pourrait dire. Donc on a d'un côté les types du bureau qui ont le pouvoir et qui insistent là-dessus et qui sont très très hommes dans le rôle qu'il joue. Et puis lui qui est, alors quand je dis dévirilisé, c'est que quand même on l'appelle ma mère, vous vous souvenez, quand le Dobish vient et dit bah oui c'est l'appartement de ma mère, et puis il dit bah si ma mère dit quelque chose, de toute façon elle sera virée dès demain matin. Et puis ensuite on l'appelle plusieurs fois the nurse, l'infirmière. Donc il est vraiment placé du côté du féminin, en tout cas de manière évidemment dans les rôles traditionnels. Mais moi en tout cas c'est une des choses que je trouve très très réussie dans le film, c'est ces deux espaces et comment ils sont en fait emboîtés, même s'ils ne sont pas emboîtés dans la ville, mais comment dans le petit système de pouvoir et de clés qui circulent, c'est ces deux espaces, l'un complètement impersonnel et voilà, très très haut, et puis l'autre beaucoup plus poreux, beaucoup plus intime, mais aussi beaucoup plus trompeur, puisqu'il y a tout le malentendu sur le fait que lui serait un Don Juan, un tombeur, et qui est évidemment très drôle. C'est pour ça que le film est quand même aussi une comédie. Mais je dis aussi parce que dans cette atteinte à l'intimité qui est que son appartement devient ouvert à tous les vices possibles, à tous les désirs des autres hommes et pas aux siens, puisqu'on ne le voit pas en fait habiter cet espace. On voit qu'il n'est pas chez lui, que quand il rentre, il y a les traces des autres, il y a les verres des autres, mais que finalement il n'est pas vraiment chez lui, et quand il est chez lui, il mange du surgelé devant la télé, etc. Toute cette peinture-là, je trouve qu'elle renvoie quand même aussi, c'est là où le film est bien brodé, au rapport au corps. Je ne sais pas si ça vous frappe ou pas. Si vous avez vu d'autres films de Billy Wilder, et notamment si vous pensez que son maître était vraiment Lubitsch, il avait une broderie encadrée au-dessus de son bureau qui disait comment ferait Lubitsch quand il se posait des questions de scénario, et je vous le disais, il a travaillé avec lui. La différence quand même entre Wilder et Lubitsch, l'une des différences, c'est que c'est beaucoup plus cru. Il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité qui est beaucoup plus apparent chez Wilder, en tout cas beaucoup moins suggéré et beaucoup plus montré, et notamment, je trouve, de fonction corporelle. Je ne sais pas si c'est un peu dégoûtant de le dire comme ça, mais je trouve qu'affleure quand même pas seulement la sexualité, mais quelque chose de l'ordre de la corporéité, et par exemple avec ce rhume qui se traîne, etc. Et puis évidemment d'autres allusions beaucoup plus directement sexuelles ou phalliques, jusqu'à la bouteille de champagne qui n'arrête pas de déborder à la fin. Mais aussi, par exemple, le fait qu'on entende Fran Kubelik vomir avec le médecin hors champ. Des choses comme ça qu'on est assez étonné de retrouver, j'allais dire, dans un film en noir et blanc. Il y a quelque chose là qui est décalé entre une certaine crudité. On est seulement en 1960, mais on est aussi en noir et blanc, et il y a un classicisme du récit et un romantisme aussi qui est porté par le personnage de Fran Kubelik et la musique qui l'accompagne. Et en même temps, on a quelque chose de très cru. Alors ça va devenir de plus en plus cru dans des films comme Embrasse-moi idiot, par exemple, de Billy Wilder, ou dans Irma la douce. Mais presque dans tous ces films, je crois que je les ai tous vus, vous avez cette question du corps qui se vend, en fait, du corps à vendre, ou du corps qui, malgré lui, est vendu. Et ça, c'est assez troublant, de cette récurrence dans une œuvre avec des films aussi variés que ce que je vous ai dit, que ce soit Assurance sur la mort, où il y a une escroquerie à l'assurance, mais voilà, il faut se débarrasser du mari, il faut se débarrasser du corps. Voilà, il y a toujours un lien entre, si vous voulez, la sexualité et la marchandisation. Et dans ce film-ci, la marchandisation, on sait à quoi elle renvoie. Elle renvoie justement à ce monde néolibéral, on pourrait dire,
de tout ce monde du bureau et de l'assurance. Donc en fait, c'est assez fort, je trouve, de nous montrer que ce monde des cols blancs, très très propre sur lui, très très, parce que le personnage de Sheldrake joué par Fred McMurray, hein, qui joue aussi dans Assurance sur la mort, par exemple, il est toujours vous remarquez qu'il a toujours une espèce de sourire dans les yeux du type qui est sûr de son pouvoir, parce que son pouvoir est soutenu par le système. Et comment, je trouve que le film montre bien comment tout cela, tout ce côté très propre et très organisé, masque une corporéité, masque une sexualité très, très crue et très, j'allais dire très sale. En tout cas, telle que, je trouve, Billy Wilder le montre. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu toxique dans la sexualité, tel que dans ces films. Si vous avez vu Embrasse-moi idiot, à un moment, Dean Martin, Dino, qui joue le personnage de Dino, dit c'est plus fort que moi, il me faut une fille tous les soirs, sinon j'ai la migraine. Hein. Ça, c'est vraiment la définition du sexe comme addiction, et ça, c'est présent dans les films de Wilder, et puis bien sûr dans Irma la douce en 63, là c'est carrément centré, le film commence par une prostituée dans la rue à Paris, des prostituées qui disent tu montes chérie. Voilà. Et vous noterez que you're wanted upstairs, c'est une phrase, vous êtes demandé en haut, c'est une phrase qu'on entend dans The Apartment, puisque quand Sheldrake téléphone à Cissy Baxter à son bureau et qu'il va lui annoncer que peut-être il va le promouvoir, mais que peut-être aussi il va le renvoyer parce qu'il est au courant de l'affaire de la clé et de l'appartement, eh ben, c'est justement une phrase liée à la prostitution, hein, on vous demande en haut, qui est utilisé. Donc c'est quelque chose de vraiment très très frappant, et c'est peut-être qu'en voyant plusieurs films de Billy Wilder que ça devient une sorte de clignotant. C'est peut-être pas évident tout de suite quand on voit The Apartment. Je vous lance le... Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou infirmer ce que je dis. Oui. Alors, je vais vous passer le micro. Oui. Ah oui, il faut un micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parce que oui. Non. Juste le corps qui se vend, il y a aussi le corps qui se donne, puisque le docteur lui propose de donner son corps. Ah oui. oui, j'allais dire c'est presque le côté comique, parce que évidemment ça fait mal d'entendre qu'on est un Don Juan quand on est très seul, parce que le film c'est aussi sur la solitude urbaine, à tel point qu'on peut se demander, c'est pas pour rien que c'est à New York, c'est-à-dire qu'il faut entendre les millions et millions d'habitants du début pour voir aussi après la lumière sur le seul appartement encore allumé, vous vous souvenez au tout début du film, qui est le sien, sauf que lui il est dehors et qu'il se gèle, et qu'il y a aussi la scène où il attrape la crève sur le très très long banc très caractéristique de Central Park qui accentue encore sa solitude. C'est une idée géniale ça de décor. On voit juste ce très long banc qu'on voit nulle part ailleurs qu'à Central Park. Bon, enfin c'est un détail, mais effectivement sur le corps, il y a aussi toute la nourriture par exemple, finalement qui n'est pas si présente dans le cinéma classique, et donc du coup quand il y a ces mentions de nourriture qui reviennent, je trouve que ça renvoie au corps. Par exemple, les crackers, c'est très drôle au début, vous me rachèterez ces crackers au fromage, vous les avez plus, ça va pas du tout ici. Et puis ensuite, par exemple, quand Fran Kubelik est au bar du Pouce-Pouce, il s'appelle le bar du Pouce-Pouce, je ne sais pas s'il faut y lire là aussi quelque chose, avec Sheldrake, et qu'au moment où elle dit voilà c'est plus pareil, elle dit ils font plus les crevettes comme ils les faisaient avant. Donc les choses se traduisent avec bien sûr la soupe de poule de la voisine de la femme du docteur Dreyfus, etc. Et toute cette récurrence de la nourriture, elle est évidemment pas univoque. C'est pas pour dire le corps c'est répugnant et c'est là. Non, il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a la recherche de quelque chose qui irait peut-être au-delà de la sexualité, à savoir le companionship, hein, le fait d'être ensemble. C'est-à-dire c'est pas l'amour tant au sens romantique, comme on peut avoir dans Elle et lui, que peut-être simplement le fait de pouvoir être ensemble. Alors évidemment, du coup, la fin, c'est pas un mariage, c'est deux personnes qui finissent la partie de Gin Ramy qu'ils avaient commencé.
c'est peut-être moins ce qu'on attend comme happy end, mais c'est justement ça, le fait de togetherness, hein, le fait d'être ensemble. Il le dit à un moment, Cissy Baxter, il dit moi c'est mon truc, le togetherness, le fait d'être ensemble. Donc des corps qui cohabitent, mais qui sont pas forcément dans ce rapport-là, j'allais dire d'exploitation l'un par l'autre. Je dis c'est peut-être pas un happy end romantique parce que il me semble que le personnage de Fran Kubelik porte très clairement un romantisme et un sentimentalisme très marqué, mais il me semble pas que Billy Wilder l'épouse complètement. Alors vous me direz, mais il y a quand même cette fin où elle court éperdument le soir du Nouvel An dans les rues. C'est une fin qui a été imitée, notamment par Woody Allen. Si vous vous souvenez de la fin de Manhattan, quand il court essayer de rattraper Tracy, la jeune femme qui, elle, va partir étudier à Londres. En réalité, je pense que c'est pas un hasard si elle croit entendre un coup de feu alors qu'on l'apprend plus tard, ce n'est qu'une bouteille de champagne qui s'ouvre. C'est parce qu'elle transporte le mélodrame avec elle. C'est quelqu'un qui dramatise, qui romanticise tout ce qu'elle vit. Donc autant elle tombe amoureuse de quelqu'un comme Sheldrake et d'autres, etc. C'est un petit peu comme le personnage de Sugar, joué par Marilyn Monroe dans certains Lem Show, et qui dit, avant même de rencontrer le personnage joué par Tony Curtis, qu'elle tombe toujours amoureuse des saxophonistes et qu'elle y peut rien, c'est comme ça. Et évidemment, elle va en rencontrer un. Donc il y a ce côté, la jeune femme romantique qui projette, en fait, qui tombe amoureuse parce qu'elle veut vivre cet idéal romantique. Donc il me semble que Billy Wilder, il se situe plutôt, j'allais dire, du côté du docteur Dreyfus. C'est-à-dire qu'il est un tout petit peu décalé et qu'en même temps il apporte à cette société qu'il a vu changer par la commercialisation de tout, peut-être il apporte quelque chose de l'ordre d'une morale européenne, sachant que c'est aussi une morale juive dans le sens où Billy Wilder, après la guerre, juste à la fin de la guerre, il a pu retourner en Europe et il s'est aperçu que la famille qu'il avait laissée là-bas avait été entièrement exterminée. Donc c'est aussi un humour qui est marqué par un humour du survivant, quoi. C'est évidemment, il y a une amertume très forte qu'on lui a reprochée d'ailleurs. Mais sur le fait qu'il nous montre quand même cette commercialisation de tout, y compris du cinéma quand il est à la télévision. Hein. Vous vous souvenez qu'il essaye de regarder Grand Hôtel avec toute une pléiade de grandes stars, ce qui est évidemment un contraste entre un grand hôtel avec toutes ces stars et lui, son petit appartement minable où il n'a même pas un verre propre parce que voilà, tout le monde est venu y coucher avant. C'est évidemment très drôle cette idée que son appart c'est un hôtel mais pas du tout du même style, mais en même temps il n'arrive jamais parce que c'est interrompu par la publicité. Donc cette idée que le commerce est en train de tout dévorer, il l'applique y compris au monde du cinéma. Et ça, je trouve ça assez drôle. Mais je vous disais que le film avait influencé pas mal d'autres films. Si vous connaissez la série Mad Men de Matthew Weiner, il est complètement, et ça c'est une influence complètement reconnue, l'influence majeure, c'est The Apartment. C'est-à-dire cette idée du monde du travail comme étant une scène de l'intime et j'allais dire très trash, enfin en tout cas révélant des dessous de rapports très très justement commercialisés, on pourrait dire, chacun essayant d'utiliser l'autre. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pardon, j'ai un peu débordé la seule thématique du corps. Mais... Ah, là, bon. Oui. Oui, bah justement, quelques réflexions par rapport au thème de l'argent, du sexe et tout ça. On peut dire aussi, il me semble, dans ce film-là, qu'effectivement, le personnage donc, de Jack Lemmon, en fait, les autres hommes, en fait, achètent sa non-sexualité, en fait. Il y a quelque chose qui est assez troublant aussi là-dedans. En fait, il est lui-même une forme de prostituée, justement, parce qu'il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Et il est acheté de ce côté-là. Après, en termes d'ambiance, etc., même si sur l'autre côté, on était beaucoup plus sur la comédie, ça fait quand même beaucoup penser aussi à ces temps de réflexion.
ne serait-ce que déjà physiquement, Tom Ewell et Jack Lemmon, ils ont quand même une manière de s'exprimer, et puis tout le lien avec l'appartement, et puis après avec, ce rapport. C'est de ces films d'appartement. Absolument. Hein. Et en fait aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on était aussi sur la commercialisation. Je me souviens, il y a un moment donné, elle dit, à propos d'elle-même, comment dit-on quand quelqu'un a toujours des accidents de voiture ? Moi, j'ai la même chose avec les hommes. Donc, en fait, il y a encore aussi ce rapport entre la commercialisation à travers l'assurance, hein, puisqu'on est quand même dans une boîte d'assurance où, en fait, tout s'achète, y compris la vie et tout ce qui va derrière. Et en fait, on ramène tout à ça. Et puis après, évidemment, il y a Fred McMurray aussi dans ce rôle-là, qui était quand même le héros de l'assurance sur la mort. Donc, on voit bien que tous ces liens-là sont très forts. Et puis, d'ailleurs, puisque vous parliez du personnage du docteur, il y a aussi évidemment le fait qu'il ne veut pas se faire payer parce qu'il n'est pas intervenu en tant que docteur, mais en tant que voisin. Et inversement, il y a évidemment la scène du billet dans l'enveloppe, etc., où on passait à autre chose, quoi. Où là, c'est vraiment la prostitution qui est c'est l'ultime, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut se dire que là vraiment, elle aura du mal à l'aimer après cet achat. Et c'est très beau aussi de voir que quand il repart, Sheldrake, une fois qu'il a donné cet argent en disant j'ai pas fait du shopping, tu t'achèteras un beau sac en croco, il repart avec les cadeaux qu'il a pour sa famille dans les mains. Donc c'est pas une histoire de temps, c'est autre chose. Et ça, tout ça a été tout à fait exploité dans la série Mad Men, hein, tout ce rapport entre l'homme marié qui est dans sa banlieue chic, et bon, bref. Alors juste du coup, j'ai oublié ce que vous aviez dit en premier, et je voulais réagir, et j'ai oublié. Oui. Je pense que c'est important de voir que ça passe par le travail que Billy Wilder fait sur les objets. Je disais que c'était vraiment quelqu'un qui écrivait ses scénarios de manière... Et si vous voyez déjà les films de Lubitsch, si vous avez vu La 8e femme de Barbe Bleue, c'est Wilder qui a signé la scène d'ouverture, dont j'ai déjà peut-être parlé ici, qui est la scène du fameux pyjama, où donc Gary Cooper veut acheter un pyjama, mais il veut seulement le haut ou le bas, j'ai oublié, et où Claudette Colbert, elle cherche à acheter un pyjama, mais seulement l'autre partie. Et en fait, Billy Wilder est vraiment assez fort pour faire circuler les objets dans les récits. Et il me semble, il y a des choses un petit peu mignonnes ou charmantes ou anecdotiques, comme on pourrait dire comme la raquette, ici, qui sert de passoire, mais c'est pas tellement ça. C'est-à-dire la raquette, on pourrait dire l'instrument du bachelor, qui fait ses parties de tennis, mais en fait, lui, c'est plutôt quelqu'un qu'on associe à la cuisine. Donc c'est aussi la promesse d'une conjugalité ou de sa féminisation, là, c'est ce côté plus féminin, disons, du personnage. Mais ici, les deux éléments, les deux objets qui sont les plus importants dans le film, évidemment, le premier, c'est la clé, avec ce coup de maître scénaristique, à la fois très simple et je trouve très efficace, qui est première confusion, le type d'Aubiche qui se trompe et qui lui rend la clé des toilettes pour cadre au lieu de lui rendre la clé de son appart. Résultat, il est obligé d'aller dormir à Central Park. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, le retournement avec, on se dit, ça y est, une fois de plus, il est servile, et une fois de plus, il va rendre sa clé à Sheldrake, et en fait non, c'est la clé des toilettes. Et quand je disais que le corps faisait retour sous la forme de ses fonctions corporelles pas très nobles, là aussi, comme par hasard, c'est la clé des toilettes. Et c'est une ultime insulte que de lui balancer la clé des toilettes pour cadre. Donc finalement, cette clé, c'est pas seulement une sorte de MacGuffin Hitchcockien, il en fait quelque chose de beaucoup plus... c'est la clé, bien sûr, la clé du succès, de la réussite, mais c'est aussi très matériellement quelque chose qu'il exploite dans son écriture. Et puis le deuxième objet, c'est le miroir, le compact, le poudrier avec un miroir, bien sûr. Vous aurez remarqué que la première personne qu'on voit dedans, c'est Sheldrake, et qui rit en disant, bah oui...
Elle me l'a jeté à la figure et c'est pour ça qu'il est cassé. Et puis la deuxième personne qui entend une toute autre explication, enfin une toute autre légende à cette image, puisque on entend Fran qui dit moi je l'aime comme ça parce qu'il donne une idée de qui je suis vraiment, c'est-à-dire que là le miroir brisé c'est sa fêlure psychique. Et qui est-ce qu'on voit à ce moment-là dans le miroir? Non pas elle qui se regarde, mais Cissy Baxter, Jack Lemmon qui comprend tout à coup. Et c'est vraiment à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a le point de bascule vers le mélodrame. Et où vous remarquerez que la musique aussi change. Et on n'est plus dans la musique de jazz avec beaucoup de cuivre, que ce soit un mode mineur ou majeur, mais on est beaucoup plus du côté des cordes et des bois et de quelque chose de plus mélodramatique à ce moment-là. Ce qui m'intéresse aussi dans le fait que les deux images fêlées, ce soit Sheldrake et Baxter, c'est que ça les met quand même sur un plan d'égalité. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, mais je vais un petit peu plus loin dans le fait que je pense que ce sont deux personnages, justement, et c'est là où le film est assez fin, en miroir. C'est-à-dire que Baxter ne nous est pas seulement montré comme une victime de ses supérieurs hiérarchiques, bizuté en quelque sorte, il nous est évidemment montré comme étant partie prenante de ce système, puisqu'il veut avoir son nom sur la porte, il veut monter toujours plus haut, et jusqu'où peut-il descendre dans la bassesse morale pour pouvoir monter plus haut. Et donc il nous est montré, et Billy Wilder a toujours, et c'est pour ça qu'on l'a accusé parfois de cynisme, il a toujours un point de vue critique sur son personnage, même quand son personnage est joué par l'acteur qu'il adore et dont on voit qu'il va le reprendre, etc., et qu'il a une sympathie pour lui, et qu'il a du potentiel de mensch. Mais en réalité, il y a quand même une critique assez forte du personnage, parce qu'il participe. La preuve, quand je disais que son appartement était poreux, lui-même est poreux au discours des autres. Vous remarquez qu'il n'arrête pas de citer des phrases que lui ont dites Dobish ou Sheldrake. Il va jusqu'à dire à la femme du docteur bah oui, ces filles, hein, c'est fou, vous les fréquentez, puis elle croit que vous allez les épouser. Donc il cite exactement les phrases qu'on lui a données. Il cite aussi la phrase de Sheldrake à Fran quand ils sont dans le bureau lors de la fête de Noël et qui lui dit, vous savez, si ça se trouve, je peux vous parler de vous en bien parce que Sheldrake et moi, on est comme ça. Et donc je vais pouvoir vous faire avoir un meilleur poste que celui d'opérateur d'ascenseur. Donc on voit que lui-même reproduit évidemment ce système. Et je trouve que ça, c'est effectivement assez glaçant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se raccrocher à un personnage qui serait uniquement victimisé. Il fait partie de ce système-là et il faut évidemment un sursaut moral. Il faut ce coup de la clé qui est un coup de maître, moi je trouve, du point de vue du scénario, pour retourner, pour que vraiment, enfin, il refuse, quoi. Mais en tout cas, ça passe à chaque fois par ces petits détails. Et il y a dans le film vraiment tout un travail, je trouve, d'accessoires très poussé. Oui, le chapeau, qui est aussi un attribut de pouvoir, et en même temps, il le met, il y a l'un des premiers vrais gros plans sur lui, et il est ridicule en même temps. Il aime beaucoup travestir Jack Lemmon. Alors, c'était évidemment le cas dans certains Lem Show. Il allait très loin dans le fait de justement le faire se départir de sa virilité au point qu'il ne sait plus du tout où il en est du point de vue du genre, Jack Lemmon, dans certains Lem Show, alors que Tony Curtis sait très bien quand est-ce qu'il doit enlever ses habits et remettre les autres et jouer les séducteurs. Jack Lemmon, c'est beaucoup plus brouillable et poreux comme frontière. Et puis oui, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la toute fin. On va peut-être pas juste la citer parce que je sais pas, peut-être que d'autres gens, mais effectivement, c'est-à-dire lui, il est affecté par le travestissement et il n'en revient pas si facilement. Et je pense que c'est ça la qualité de l'acteur Jack Lemmon, c'est-à-dire que c'est justement quelqu'un de poreux, d'affectable, parce qu'il faut un acteur comme ça pour montrer quelqu'un qui change. Sinon, on n'est que du côté du burlesque. Et on voit bien qu'il a un potentiel burlesque, et quand il a le chapeau, on voit, il y a tout un monde burlesque qui apparaît. Et en même temps, s'il avait que ça, je pense que le film serait un échec. Donc il faut vraiment être sur plusieurs registres à la fois. Sachant qu'il y a aussi quand même donc, le romantisme sentimentalisme même, porté par Shirley MacLaine. Alors, Shirley MacLaine, on l'avait vu pour la première fois dans Mais qui a tué Harry de Hitchcock en 54 ou 55. Elle a ce côté tout à fait adorable, de parfaite petite
petite frimousse. Et en même temps, on l'a vu aussi un peu plus tard dans le très beau film de Minelli, Comme un torrent, Some Came Running, où elle joue Ginny, qui est exactement un personnage comme ça, c'est-à-dire d'amoureuse beaucoup trop sentimentale, et qui jette son dévolu sur évidemment quelqu'un qui ne peut pas répondre à cet amour. Et je trouve assez intéressant que Wilder s'intéresse à des visages d'actrices qui sont un peu les nouveaux visages du cinéma, c'est-à-dire on est dans l'articulation de l'époque classique et de l'après, puisque il va tourner en 54 avec Audrey Hepburn, que ce soit Ariane, puis ensuite en 57 Sabrina, ou l'inverse, je sais jamais les dates. Donc, et un visage qui est vraiment plutôt un visage de femme-enfant, on pourrait dire, mais en tout cas, peut-être le mot enfant est pas, mais en tout cas un visage moderne. Et là, pareil, Shirley MacLaine avec les cheveux courts, c'est presque autre chose. C'est la modernité qui s'invite dans cette autre génération. Je trouve intéressant que Wilder ait à chaque fois choisi des actrices. Il y a un texte de Roland Barthes sur le visage au cinéma où il oppose le visage de Garbeau et le visage, donc tout ce côté classique, presque masque, et le visage de quelqu'un comme Audrey Hepburn qu'il appelle un événement. Son visage, c'est pas un masque, c'est pas de la sculpture, c'est plutôt de l'ordre de l'événement. Je trouve que là, on a aussi ça avec le visage de Shirley MacLaine. Vous avez d'autres remarques ou questions? Je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais vous dire. Moi, je me demandais si les couronnes qu'il y a... Attendez, je vais quand même vous donner le micro parce que c'est comme on enregistre. Une petite Les seconde. couronnes, ah oui, la fête. Ça serait gentil. Merci. Oui, je me posais la question de savoir si, je suppose que ça a un sens, les couronnes du 31 et les couronnes qu'on retrouve sur les cartons de déménagement. Ah oui, mais c'est exactement le genre de petits détails, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement qui sont des rimes, qui sont des effets de rimes, de même qu'il y a la rime entre la clé des toilettes au début, la clé des toilettes inversée à la fin. Plutôt qu'une symbolique réellement, je pense que c'est des petites choses qui sont extrêmement satisfaisantes pour nous, spectateurs, parce que quand je parlais de réalisme, c'est pas au sens documentaire. C'est justement ça qui construit une cohérence du monde du film. Et sur quand même ce motif de la couronne, comme par hasard, il y a le plan rapproché sur la couronne qu'elle laisse en partant, oui, c'est-à-dire qu'à sa place, il n'y a plus que la couronne en papier, évidemment. Enfin, évidemment, on peut dire que c'est parce qu'elle a été la reine pour Sheldrake, mais que c'était évidemment du pipeau et du toc. Hein. Il lui a jamais donné que $100 au maximum. Et puis, le fait que, finalement, à la fin, c'est « je suis seule », dit-il, tiens, moi aussi. Et on peut d'ailleurs se demander si cette fin est si heureuse, parce que est-ce que deux perdus font un trouvé, quoi. C'est pas évident. On a deux personnages qui ont été virés, qui n'ont pas de boulot, qui doivent déménager. Donc, mais en tout cas, à chaque fois, c'est de l'ordre de la rupture. Elle part du bar où elle était avec Sheldrake. On entend la chanson que nous on appelle Ce n'est qu'un au revoir, mais qui est une autre chanson en anglais, mais qui est quand même de dire au revoir à l'année qui précède et pour passer dans l'autre. Donc il y a cette rupture-là. Et puis il y a la rupture aussi à la fin où il a fait ses cartons et c'est aussi une autre vie qui se... Donc voilà, on peut y trouver ce lien. Mais on peut peut-être y voir autre chose aussi. Hein. Je ne dis pas qu'il y a une interprétation. Mais en tout cas, les motifs sont jamais gratuits parce qu'il aime ça. Il aime à l'évidence ce travail sur les objets et sur les détails. De même qu'il y a une forme de rime avec, quand je disais le poudrier avec le miroir, quand elle va prendre les cachets dans la salle de bain, vous voyez bien qu'on la voit. C'est pas un gros plan sur sa main, c'est un gros plan, c'est le miroir grossissant pour se raser et on voit la main avec les cachets dedans. Donc il y a cette espèce de... Ça fait que ce monde du film, je trouve, persiste en nous, en fait. Ce travail-là de broderie, voilà. Pour moi, c'est ça qui fait aussi le cinéma classique. C'est pas un reflet du réel, c'est pas documentaire, et en même temps, ça existe et ça consiste pour nous, quoi. Il y a peut-être d'autres détails, hein, d'ailleurs. Moi, je les ai pas tous notés, mais...
Je sais pas, moi j'ai une question du coup par rapport à cette critique qu'il a de la société finalement très consumériste en fait des États-Unis des années 50 qui sont censés être quand même voilà une période de prospérité et finalement je serais comment est-ce que lui a perçu tous les mouvements de contestation dans les années 60 et finalement, parce qu'on a l'impression qu'avec ce film, quelque part, il prépare un peu, je dis pas qu'il prépare la contestation, mais il dit quand même que ça va pas. Et non, je veux dire, et par rapport à même les cinéastes, y compris qui sont venus dans les années 60, comment est-ce que lui se positionnait par rapport à ça? Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il regarde vers l'avenir, au sens où il y aurait une révolution possible à faire. Non, mais même après, je veux dire, oui. comment les choses ont évolué. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne pousse pas cette critique et jusqu'à presque quelque chose de révolutionnaire, de changer la société capitaliste d'après-guerre parce que justement, si vous voyez 1, 2, 3 qui critiquent quand même très durement aussi bien le capitalisme que le communisme dans Berlin-Est, c'est ça qu'on lui a reproché, c'est-à-dire une forme de cynisme, de dire à force de taper sur l'un et sur l'autre, vous, où est-ce que vous vous situez? Et je pense que c'est pas un cynisme, sinon un désespoir en fait. C'est ça que je disais sur le fait qu'il y a un humour du survivant qui fait qu'on ne peut pas croire en une révolution, me semble-t-il, qu'on ne peut pas croire aux idéologies en fait. Et c'est aussi ça moi que j'aime et que vous retrouvez par exemple chez Jean Renoir, bizarrement, qui a été compagnon de route du Parti communiste, mais qui en fait n'a pas pris vraiment pour lui juste après le Front populaire. C'est parce que c'est des artistes qui s'aperçoivent assez vite que il y a des idéologies qui finalement, c'est du discours et c'est aussi du totalitarisme en puissance. C'est-à-dire que même une contre-propagande, une contre-idéologie va peut-être devenir totalitaire à un moment de l'histoire, quoi. Et j'ai l'impression que Billy Wilder fait partie de cette génération-là d'artistes qui ont vu ça. Donc il avait une vision politique, mais pas dans le sens du futur et de comment faire pour que ce capitalisme-là ne soit pas... Lui, la seule chose dont on voit qu'elle émerge dans ses films, c'est justement la Menschheit. C'est justement le fait d'être tout simplement un être humain. Et en cela, il est tout à fait individualiste. Il est tout à fait américain, si vous voulez, aussi. C'est pour ça que ce n'est pas seulement la vieille Europe, c'est aussi l'individualisme qu'on peut retrouver, par exemple, chez Capra, bizarrement, dont les gens pensent qu'il est beaucoup plus dans les idéologies. Or, c'est justement aussi quelqu'un qui s'attache à la primauté de l'individu. Et qu'on peut être manipulé d'un côté, de l'autre, tiraillé, mais qu'à la fin des fins, il n'y a que la recherche du bonheur et ça c'est quand même typiquement américain. Donc c'est pour ça que je pense que Wilder il n'est pas resté en arrière, il n'est pas resté dans l'Europe de la fin des années 20, il s'est vraiment américanisé si vous voulez, mais du coup cet individualisme là il ne peut pas croire en des révolutions, il me semble. Peut-être je vais un peu d'ailleurs, trop... non, mais ce qui est fascinant effectivement c'est aussi le style, ce qu'on disait au début, en fait, c'est qu'il y a il y a une perfection dans l'écriture, le scénario, des dialogues et de la mise en scène. Il y a une fluidité extraordinaire. Je pense que c'est un film qu'on peut voir beaucoup de fois parce que c'est quasiment parfait. Et je trouve que, je sais pas comment expliquer ça autrement. Mais c'est un peu comme Capra. Et voilà, il y a un contraste aussi avec la violence du propos justement. Oui. Et qu'il n'a pas utilisé une forme en fait qui soit, si vous voulez, déconstruite quoi que ce soit, ce qui a pu être fait par la suite dans les années 60. Oui. Moi ça me frappe et je trouve ça très très classe. Oui, il n'y a pas de pose moderniste, effectivement, où il faudrait que la forme accompagne de manière voyante cette critique-là. Et ça, c'est aussi un point commun qu'il a avec Capra, à mon avis. C'est-à-dire cette idée qu'il ne faut pas que le public voit forcément toutes les coutures et la mise en scène et les grands mouvements de caméra et tout ça. Il ne faut pas assommer le public avec le style, mais en réalité, ça, c'est un choix stylistique, bien entendu. Et ce n'est pas des gens qui renoncent à la mise en scène. Ils ne renoncent pas du tout à la mise en scène. Et notamment, on n'en a pas parlé, mais le travail du son, par exemple, au tout début, quand il a sa petite machine, là, tac, 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 et qui fait comme ça avec sa tête, là, tac, 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 qui vient à la fois du muet dans la gestuelle et qui en même temps utilise la bande-son, utilise le son, ou bien vous savez, le son du micro-sillon quand le disque est fini et qu'on entend
comme ça, et qui lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a laissé le disque allumé dans son appartement. Enfin, c'est des petits détails, mais qui sont évidemment de la mise en scène pure. Simplement, c'est effectivement c'est pas expérimental au sens esthétisant du terme. Moi, j'aime bien cette génération-là de cinéastes qui n'ont pas peur du classicisme, c'est-à-dire qui peuvent aller très loin du point de vue des idées, de la critique, disons, de la critique sociale et des émotions, parce qu'ils parcourent tout un panel quand même émotionnel entre le comique et le mélodramatique, et en même temps qui n'ont pas besoin de le faire avec comme tu disais, une violence formelle, quoi. Oui, comme ce qu'on a pu voir par la suite dans les années 60, ouais, effectivement. Et la comédie musicale, d'ailleurs, le fera de toute autre façon, et au contraire, de manière beaucoup plus voyante du point de vue de la forme. C'est quand même quelque chose de... Voilà, j'espère qu'on en reparlera. Ah oui. En attendant, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou questions. Oui. Oui, c'est fait exprès. Oui, justement, sur le volet politique, il y avait... vous faisiez la référence à Renoir. Oui. Et effectivement, je trouve qu'il y a un truc qui ressemble beaucoup là-dedans. C'est ce que vous dites, hein, le côté désabusé, en fait. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement, d'une certaine façon, avec le miroir, tout ça, il est l'autre face de Fred McMurray. Mm-hmm. Donc en fait, il y a le côté de ceux qui sont plutôt les gentils en situation de non-pouvoir, mais qui en fait ne font qu'aspirer à arriver au pouvoir. Mmh. Et on avait vraiment ça dans la règle du jeu, quoi, sur les fameuses scènes où en fait les domestiques se rêvent, enfin c'est même pas les domestiques, le garde-chasse qui rêve d'être domestique, etc. Avec ce côté un peu vain de dire je vais essayer de monter l'échelle sociale. Et il y a aussi un autre point qui est très court, mais dans la séquence du bar là, où la dame vient lui parler de manière assez inopinée de Castro. Oui, donc, oui, tout à fait. On parle de Castro politique tout à coup. Et surtout, en fait, et ramène Castro et Cuba à une histoire qui est en fait simplement, non, il a juste, c'était pas du tout un problème de révolution ou de quoi que ce soit, il a été mis en prison parce qu'il y avait une histoire de chevaux dopés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la facette, on se dit, bon, finalement, on change le contexte, on change les gens, mais finalement, on arrive toujours au même endroit, quoi. Oui, c'est-à-dire là, c'est vraiment le côté le plus désabusé, cette remarque sur Castro et Cuba, c'est-à-dire, on pourrait dire Wilder, comme on dit en américain, I don't buy it, he doesn't buy it. Hein, il n'achète pas, il n'achète aucune des idéologies et contre-idéologies, et il les transforme en anecdotes un peu ridicules. Bon, ça, c'est un aspect. Mais quand vous disiez désabusé, moi, je dirais plutôt désespéré dans le sens... plutôt que désabusé, parce que du coup, désabusé, ça devient... On penche vers un cynisme, alors qui apparaît parfois chez Wilder, mais il me semble qu'il n'apparaît pas tant que ça ici, pas tellement dans ce film-là. Le fait que Baxter soit un peu en miroir de Sheldrake, c'est le risque perpétuel qu'il encourt, à force de se laisser marcher dessus, si on peut dire, de se laisser violer, on pourrait dire, hein, parce que c'est la prostitution par procuration, mais c'est quand même de la prostitution. Mais on voit quand même à l'œuvre un retournement moral. Et notamment, il lui faut recevoir, par exemple, un poing dans la figure. C'est pour ça que c'est toujours lié au corps. Hein. À un moment, il est vraiment... il se fait casser la gueule par le vrai prolétaire, par le seul prolétaire vraiment du film, le chauffeur de taxi avec son accent et qui fait des fautes d'anglais qui ne sont pas traduites. Bon. Donc, il y a quelque chose de très, très physique là il faut que ce soit physiquement qu'il soit... mais je ne pense pas que Alors, certes, c'est corrompu. La ville est corrompue, New York est montré, le système est corrompu, mais pas jusqu'à l'os, parce qu'il y a l'individu, quoi. Et c'est pour ça que ça fait plutôt penser à Capra. Si vous voyez un film qui précède ce film, 1957, The Sweet Smell of Success, Le Grand Chantage, qui est aussi en noir et blanc et aussi à Manhattan,
et qui montre aussi un milieu qui n'est pas le milieu des assurances, mais qui est le milieu du journalisme, et qui est complètement corrompu jusqu'à l'os. Et pareil, on se passe des filles, on se promet de faire publier un papier un tel parce on est rédac chef, si nous laisse utiliser telle fille avec qui il sort, etc. Donc on a vraiment la description par Alexander McKendrick d'un milieu bouffé jusqu'à l'os, sauf que c'est un anglais, enfin un américano-anglais, McKendrick, et lui, il va vraiment jusqu'au bout du pessimisme. Tandis qu'il me semble que Wilder sauve quelque chose, et notamment par des choses un peu qui sont au charme, si vous voulez, mais qui est très important pour lui et qui passe par les deux acteurs. Parce que cette fin, quand elle dit « shut up and deal », taisez-vous et distribuez, voilà, bon, je disais, elle est ni forcément si heureuse, ni malheureuse. Elle est quand même une façon de différer le sexe, déjà. C'est-à-dire, c'est pas le baiser habituel et l'ellipse qui fait ils vont enfin coucher ensemble. C'est le jeu de cartes, la conversation qui continue. C'est aussi, on pourrait aussi l'entendre différemment et dire arrêtez de parler et agissez. Shut up and deal. Et donc, on va passer à l'action. Donc, il y a quand même de la promesse, je trouve, dans Billy Wilder, mais c'est à titre purement individuel, person to person, comme on dit pour les appels téléphoniques.